De retour sur le plateau de Brunet-Neumann et c'est l'heure de recevoir notre invité. Bonsoir Louis Alliot. Bonsoir. Vous êtes député des Pyrénées-Orientales du Rassemblement National, évidemment. Vous visez clairement la mairie de Perpignan. Ça, c'est pour les municipales de mars prochain. On a beaucoup de questions à vous poser. Éric. On va parler, pour commencer, de la réforme des retraites. Les syndicats étaient à Matignon hier jeudi. Aujourd'hui, question. Elle va avoir lieu alors. Faut-il travailler plus longtemps pour sauver notre régime des retraites, Louis Alliot? Ben écoutez, ça se discute. Ça dépend de la pénibilité de la mission qu'on a effectuée toute sa vie. Ça dépend de la durée de la cotisation. Ça dépend du système de répartition ou si, manifestement, on veut aller vers un autre système plutôt tourné vers les assurances privées. Ça dépend de beaucoup de choses. C'est une réponse de Normand, là. Non, oui, pas du tout. On aimerait connaître votre avis. Mais nous, vous connaissez notre avis. Oui. On a toujours dit que nous étions pour le départ à 60 ans, pour ceux qui le veulent, et 40 annuités de retraite pleines. Voilà. Vous commencez votre vie professionnelle à 25 ans, vous partez à 65 ans. Sur la question des retraites, le Rassemblement National est plus proche de la CGT que de la CFDT. Non, on est plus proche de ceux qui, précisément sur le terrain, vivent avec ce problème des retraites sur leur tête. Parce qu'il y a beaucoup de Français aujourd'hui, et moi je rencontre assez souvent, qui se disent on est en train de nous demander de faire des économies dans tous les domaines. On est en train de nous demander de travailler plus et plus longtemps pour avoir des retraites moins importantes qu'il y a encore quelques années. C'est là où le bas blesse. Il a raison, Éric Brunet. C'est exactement la position et les arguments de la CGT. Non, mais mot pour mot. Non, je vais vous dire franchement, je me fous pas mal de savoir ce que la CGT pense. C'est intéressant de savoir que votre formation politique reprend les idées de la CGT. Ça peut arriver. Et alors, le problème de la CGT, c'est quelquefois pas ce qu'elle défend sur le fond, en tout cas. Je n'ai pas regardé, mais si c'était la... C'est la manière dont elle exprime et le sectarisme dont elle fait preuve. C'est ça le problème du syndicalisme français. Du coup, vous allez nous dire qu'il ne faut pas non plus toucher aux 42 régimes spéciaux de retraite? Ah non, mais ça, c'est... Voilà, mais voilà. Là, maintenant, il y a d'autres sujets qui vont venir sur le tapis. Alors, votre avis à vous, régimes, je pense on les supprime ou on les supprime pas? La République, c'est liberté, égalité, fraternité. Et ce principe d'égalité, il doit s'appliquer à tout le monde. Donc ce soir, vous nous dites, votre formation politique est favorable à la suppression de tous les régimes de retraite spéciaux, les militaires, les policiers. Égalité. Je vous dis pas. Égalité. Je ne vous dis pas ma formation. 1 euro cotisé et les mêmes droits pour tout le monde. Je ne vous dis pas ma formation politique, je vous dis moi ce que je pense de cette affaire-là. Voilà. De la même manière qu'aujourd'hui, il faudra travailler la retraite des commerçants, des artisans, parce que là, pour le coup, moi j'en vois tous les jours. Un artisan ou un commerçant qui aura travaillé toute une vie, eh bien, partira à la retraite avec moins de 1 000 euros par mois. Ce qui est faux. L'égalité devrait conduire à ce que ces retraites-là soient augmentées, parce qu'il y a une différence majeure entre le public et le privé, et ce n'est pas normal dans notre état de droit. Alors cela dit, cette réforme, elle semble être très compliquée, et d'ailleurs, changement de stratégie au gouvernement. Je voudrais qu'on écoute comment justement le Premier ministre Édouard Philippe définit cette nouvelle méthode. Écoutez. Ce projet de loi, nous n'allons pas le préparer seul, mais nous voulons le faire en écoutant les partenaires sociaux, en écoutant les Français. C'est pour cela que nous avons pris la décision de lancer des consultations citoyennes dans une logique qui est assez proche de celle qui a prévalu au moment du grand débat. Nous voulons favoriser les échanges directs avec les Français. Nous voulons utiliser des formats qui sont différenciés, utiliser le numérique, utiliser des réunions publiques. Bref, nous inspirer de quelque chose qui a bien fonctionné, c'est-à-dire la capacité que nous pouvons avoir à dialoguer directement avec les Français. Ça va concerter, hein. Ils vont nous refaire le grand débat. Ils l'ont fait tout le long des Gilets jaunes jusqu'aux élections européennes. Ils vont réouvrir ce grand débat aujourd'hui, il a dit d'ailleurs, des réunions publiques, etc., jusqu'aux élections municipales pour tenir l'opinion en haleine. Ils vont pouvoir se déplacer partout aux frais du contribuable, mais pour la gloire de ce gouvernement. Voilà, ils sont dans la communication. Oui, mais le vrai débat sur les retraites, je pense qu'il n'aura pas lieu parce qu'il est explosif, que les Français sont attachés à leur système de retraite et que pour le municipal, ce n'est pas quelque chose qui, justement, est profitable pour eux si, d'aventure, ils se lançaient dans la réforme parlementaire tout de suite. Louis Alliot, j'ai du mal à vous suivre quand même. Attendez. Avant, vous nous expliquiez, vous,
Et vous n'étiez pas les seuls, que les réformes engagées par Emmanuel Macron, ça allait trop vite, c'était trop fort, l'indemnisation chômage, la réforme de la SNCF, les ordonnances travail, moi, etc. Je vous dis pas ça. Et aujourd'hui, vous nous dites en fait qu'il a tort de concerter. J'avoue que j'ai du mal à comprendre. Mais non, c'est pas ça, c'est qu'ils ne concertent pas. Ils font de la communication. On l'avait bien vu avec M. Macron. Il s'est déplacé dans la France entière en voyant soi-disant des maires, et c'était des monologues interminables. Je pense qu'il va utiliser la même technique pour l'histoire des retraites. Voilà ce que je dis. Sur le fond, moi, je souhaite qu'il y ait un débat, parce que c'est l'un des sujets qui intéresse au plus haut point les Français, et on ne peut pas comme ça le traiter du jour au lendemain avec une discussion, somme toute assez rapide, avec une majorité parlementaire aux ordres. Alors, Louis Alliot, 250 services d'urgence en grève, en France un peu plus même. Est-ce que c'est un problème d'organisation des urgences de l'hôpital, ou est-ce que c'est un problème d'argent, de moyens, comme le disent un certain nombre d'organisations syndicales? Au Danemark, une personne qui passe aux urgences, eh bien, doit d'abord avoir appelé l'équivalent du SAMU. Autrement, pas d'urgence. Est-ce qu'il faudrait qu'on fasse la même chose en France? Si elle est à moitié morte... C'est le système danois. Oui, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Bon. Moi, j'ai reçu les urgentistes de Perpignan, et j'ai eu à les fréquenter il n'y a pas si longtemps que ça. Ils sont dans un état de décrépitude avancée. En nombre de postes, voilà, il manque de postes, tout simplement, de médecins, comme d'infirmières, comme d'aides-soignants. C'est un manque de moyens. Et c'est aussi, en même temps, un problème d'organisation, parce qu'effectivement, arrivent aujourd'hui aux urgences des patients qui ne devraient pas y être. Voilà, le problème est là. Et encore, attendez, il existe, parce que ça, petit à petit, ils essayent de s'adapter, des régulations plus ou moins locales en fonction, j'allais dire, des équipes sur place, mais on voit bien que le système de santé a changé, que les urgences n'en peuvent plus, et les urgentistes encore moins, mais pire que ça, c'est que les urgences, elles sont dans des hôpitaux, et par définition, elles sont en ville. Mais si vous êtes à la campagne aujourd'hui, à la ruralité, que vous avez une urgence, c'est le cas de le dire, à ce moment-là, vous avez beaucoup plus de chances de ne pas réchapper que des personnes qui vivent aujourd'hui en ville. Il y a une vraie inégalité sur l'ensemble du territoire national par rapport aux urgences. D'accord, donc vous dites en gros, il faut mettre de l'argent, c'est à peu près ce que demandent les syndicats, et en même temps, il faut réorganiser. Je voudrais qu'on parle d'un autre sujet qui nous a beaucoup alerté en fin de semaine dernière, c'est cette fameuse agression au couteau à Villeurbanne. Et dans la foulée de cette agression, votre formation politique, Marine Le Pen, a demandé un moratoire sur la politique d'immigration en France. Et si j'ai bien compris, l'idée, c'est de stopper totalement l'immigration, plus d'immigration du tout, le temps de tout remettre à plat. On s'est posé une question avec Éric, franchement, comment on fait? Techniquement, comment on fait pour dire du jour au lendemain, il n'y a plus d'immigration dans ce pays? Déjà, on applique les lois, c'est-à-dire qu'on renvoie chez eux ceux qui n'ont rien à faire chez nous, ce qui serait déjà un grand pas en avant. Et par exemple, les 90% des déboutés du droit d'asile qui ne repartent jamais chez eux, eh bien ceux-là en priorité, on les reconduit dans leur pays d'origine. Alors c'était pas le cas effectivement de l'agresseur de Villeurbanne, mais puisque vous mettez la réponse sur ce terrain-là, comment on fait pour renvoyer des gens dans des pays qui ne veulent pas d'eux? Non mais ça n'existe pas. Ah si? Non. Il n'y a pas d'accord d'extradition avec l'Afghanistan, avec l'Érythrée, avec des pays d'Afrique subsaharienne. Comment on fait pour les renvoyer dans des pays qui ne veulent pas les recevoir? La diplomatie française et le ministère des Affaires étrangères a quand même les moyens de pression diplomatique importants pour pouvoir régler ce genre de problème. Parce que si je suis votre raisonnement, il faut faire un appel général. Venez, parce qu'en France, on vous accueillera, vous ne serez pas expulsés et vous aurez tous les moyens de subsistance sans rien risquer. Et c'est précisément pourquoi il y a autant d'immigration en France, parce que nous sommes le pays d'accueil le plus favorable à une immigration, y compris illégale, que les Français ne veulent plus, mais que manifestement les gouvernements... Mais c'était ma question, Louis Alliot, vous ne m'avez pas répondu. Eh bien, comment fait-on pour passer du jour au lendemain à immigration zéro? Il y a 255 000 titres de séjour. Comment on fait pour passer de 255 à zéro? Les lois, on reconduit à la frontière, on contrôle les frontières et on met, j'allais dire, en garde un certain nombre de pays qui nous envoient aujourd'hui de l'immigration alors qu'ils ne sont pas en guerre. Je pense à l'Algérie, je pense à la Côte d'Ivoire, je pense aussi au Maroc, des pays comme ça dont on ne voit pas pourquoi on reçoit encore systématiquement des ressortissants alors qu'ils peuvent très bien vivre dans leur pays.
Dites, Louis Alliot, c'est un sale été pour les partis populistes européens. Boris Johnson retoqué par le Parlement britannique sur le Brexit, Matteo Salvini sorti de l'exécutif italien, les ministres du FPO autrichien virés du gouvernement juste avant l'été. Il y a encore 3-4 mois, tout le monde disait les populistes ont le vent en poupe en Europe, ça monte. Et là, manifestement, écoutez, d'abord, on verra bien ce qu'il va advenir de Boris Johnson et du Brexit. On verra bien ce qui va se passer en Italie, où là, pour le coup, je me mets à la place d'un électeur italien. Il avait une coalition entre la Ligue, M. Salvini, et 5 étoiles sur une politique bien définie. Et il se retrouve aujourd'hui avec la politique inverse, avec les mêmes, c'est-à-dire M. Di Maio et les 5 étoiles, et le parti démocrate, la gauche, avec un programme absolument contraire à ce qu'ils avaient fait le mois précédent. Donc je pense qu'en Italie, il y aura des conséquences à cette coalition contre nature, et je pense qu'ils iront vers des élections à brève échéance. Salvini reviendra au pouvoir. C'est ce que vous me dites. Moi, je pense que Salvini reviendra au pouvoir avec beaucoup plus de poids électoral que ce qu'il n'en a eu pour l'instant. Vous dites on se porte mal. Non, écoutez, nous sommes sortis en tête à l'élection européenne et nous travaillons pour les élections municipales parce qu'aujourd'hui, le local doit primer sur le national en ce qui concerne l'organisation du parti et l'organisation des élections municipales. Ce qui était au cœur de l'élection, notamment du succès électoral de Matteo Salvini, c'était la question qu'on abordait avant, sur la question migratoire. Il a pris un certain nombre de décisions, notamment ces fameux bateaux qui ne peuvent plus aborder en Italie. En même temps, quand on regarde les chiffres de l'immigration en Italie, ça n'a pas changé. Et surtout, et c'est le plus important me semble-t-il, les fameux départs, renvoyer chez eux les immigrés. Matteo Salvini, il n'y arrive pas plus que les autres pays européens. L'Italie avait affaire à 2 pays de l'immigration, c'était le couloir de la Libye, en quelque sorte, et celui-là est un autre couloir d'immigration, en quelque sorte. Mais là, pour la Libye, moi je le répète, je l'ai déjà dit sur votre plateau et sur d'autres plateaux, nous connaissons ceux qui nous envoient de l'immigration, qui fournissent les bateaux, qui fournissent les moyens, qui se font payer 5 000 $ par pauvres gens qui traversent la Méditerranée à tout risque. Pourquoi la France n'intervient pas directement auprès du gouvernement libyen, ou en tout cas directement avec la marine nationale, pour empêcher que ces bateaux ne partent des eaux libyennes pour venir sur les nôtres, car c'est absolument incroyable d'hypocrisie. D'abord, c'est de l'hypocrisie, et ensuite, on sait très bien comment ça va se terminer, c'est-à-dire avec des noyés dans la Méditerranée, et la mauvaise politique gouvernementale fait que nous en sommes un peu responsables parce que nous avons l'information. Et ça, c'est gravissime. Quand vous parlez de ce moratoire sur l'immigration, qu'est-ce qu'on fait des 80 000 étudiants étrangers qui, chaque année, viennent en France? Et qu'est-ce qu'on fait des 90 000 qui viennent sur le regroupement familial? Mais pourquoi vous mélangez les choses? Je ne mélange pas. Les 80 000 étrangers, c'est de l'immigration légale. Ils sont accueillis dans nos universités pour être formés. Les demandeurs d'asile aussi, c'est de l'immigration légale. Et ils ont vocation à repartir une fois que leurs études sont finies pour aller précisément développer et défendre leur pays. En ce qui concerne l'asile, il y a la procédure légale qu'il faut respecter. Oui, sauf que 90% des gens qui sont déboutés du droit d'asile ne quittent jamais le territoire français. Le moratoire que vous demandez, c'est sur l'immigration légale. Vous demandez un moratoire sur l'immigration légale, sur l'immigration. On ne va pas empêcher les étudiants de venir fréquenter nos universités. Donc ça fait déjà 80 000. En revanche, on peut contrôler aux frontières un certain nombre de personnes qui viennent chez nous et qui n'y sont pas invitées. Ça, on peut le faire. C'est pas tout à fait ce qu'a dit Marine Le Pen. Mais j'aurais conscience de sujet parce qu'il se trouve que 2 de vos amis, Thierry Mariani, Nicolas Bay, sont allés en Syrie rencontrer Bachar el-Assad. Au moment même où Macron essaye de rabibocher la France avec Poutine et la Russie, franchement, ils ne jouent pas contre leur compte, contre l'intérêt français en l'occurrence. Mais non, ils sont allés faire une visite en tant que parlementaires européens avec un pays... C'est la place d'un parlementaire européen d'être à côté de Bachar el-Assad. La place d'un parlementaire, d'ailleurs pas seulement européen, mais c'est de parler à tout le monde. Voilà. Quel que soit le pays et quelle que soit, la politique qui est menée dans le pays, parce qu'il vaut toujours mieux le dialogue que la guerre. On voit ce qu'elle a donné la guerre en Syrie et les milliers de morts qu'elle a occasionné. J'ajoute que M. Bachar el-Assad est un allié de M. Poutine et que quand M. Macron reçoit Poutine à Brégançon, il n'ignore pas
que c'est Vladimir Poutine qui a gagné la guerre en Syrie. Mais de là à aller voir Bachar el-Assad, c'est quand même une sacrée différence. Écoutez, voilà, mais encore une fois, les parlementaires, ils sont là pour parler, et aller parler avec, y compris, Monsieur Bachar el-Assad. C'est un peu le prisme de Thierry Mariani, de Nicolas B, etc. D'autres iront dans d'autres pays. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a de condamnable à aller visiter des chefs d'État, quels qu'ils soient. Est-ce qu'on parle des municipales? Oui. Perpignan, hein, vous vous présentez aux municipales dans quelques mois à Perpignan, dans votre ville, Pyrénées-Orientales, sous l'étiquette Rassemblement local. Vous avez senti le besoin absolu de virer le label, l'estampille Rassemblement national, et vous préférez Rassemblement local. C'est de la schizophrénie. Il y a deux Louis Alliot. Il y a un Louis Alliot à Paris, non, mais et il y a un Louis Alliot. C'est pour moi que je le fais. Oui, les gens savent très bien ce que je pense, et je ne me cache pas de ce que je fais ni ce que je pense. C'est pour des personnes qui font partie de la société civile, qui vont s'engager à mes côtés sur un programme local, sur des idées locales, pour défendre la ville, pour défendre son avenir, pour défendre, il y a un problème de chômage gravissime, de misère humaine d'ailleurs et sociale, etc. C'est sur ça qu'on va s'engager. Et c'est pour ça que les municipales sont une élection particulière, parce qu'on parle local. On ne développe pas les grandes idées nationales, on se bat pour un projet local, et dans ce cadre-là, dans une ville de 100 000 habitants, je pense que, en tout cas en ce qui me concerne, connaissant bien le terrain, la meilleure formule pour accueillir ces nouveaux venus, c'est précisément de ne pas avoir l'étiquette Rassemblement national. Mais Louis Alliot, lui, ne change pas. Juste un mot, pour qu'on puisse dire en mars prochain que le Rassemblement national a réussi ses élections municipales, il faut gagner combien de villes? Vous en avez une dizaine aujourd'hui, il faut gagner combien de villes? Un peu plus que la dizaine. Donc il faut conserver celle-ci et quoi, doubler le score, c'est ça l'idée? Je ne peux pas vous donner de chiffres. Vous savez, les élections municipales sont des élections très importantes, mais aussi très difficiles. Et il peut y avoir des gains de mairie là où on ne les attend pas, et des échecs là où on croyait que ça allait être gagnant. C'est pour ça que je vous dis, on aura sûrement plus de mairies que ceux que nous avons obtenus au précédent scrutin, mais où, je ne peux pas vous dire. Louis Alliot, Marion Maréchal va tenir une convention de la droite à la fin du mois, le 28 septembre, sur le thème de l'alternative au progressisme. Alors après la déroute des Républicains aux européennes, elle s'est prononcée, on le sait, pour une union des droites. Est-ce que le Rassemblement national sera présent? Mais quelle union des droites? Regardez-moi à Perpignan, j'ai en face de moi un maire de droite. Donc quelle union est possible avec quelqu'un qui demande tous les jours à s'allier avec la République en marche et de M. Macron? Vous voyez bien qu'il y a tellement de droites aujourd'hui en France que pour certaines, elles sont irréconciliables et qu'il ne faut pas aller chercher une union des droites que je pense, moi, utopique aujourd'hui, qui était valable il y a 30 ans. Ah, vous allez la chercher avec Mariani. Vous êtes allé la chercher avec Mariani. Vous avez fait des appels aux élus LR. Pas une union des droites, à des personnalités qui viennent rejoindre dans notre combat actuel. Mais pas d'union, j'allais dire, avec des gens qui ne partagent pas notre vision de l'avenir. En fait, si je comprends bien, vous voulez les électeurs de la droite, mais vous ne voulez pas leurs responsables ni leur parti. Si, on veut leurs responsables quand ils ont le courage de venir jusqu'à nous. Mais vous savez, j'ai entendu les discours contre le Front National pendant 30 ans. Ils voulaient bien de nos électeurs, mais pas de la tête de leurs dirigeants. Eh bien aujourd'hui, les choses s'inversent. C'est le Front National qui est devant, j'allais dire, le Rassemblement National qui est devant les Républicains et l'UMP. Et effectivement, il faut parler aux électeurs, il faut parler aux militants, parce que je pense que les jeux d'appareil, les accords d'appareil aujourd'hui, ça n'est plus possible parce que ce n'est plus toléré tout simplement par les électeurs. Merci beaucoup Louis Alliot. Vous restez évidemment avec nous parce que maintenant, ce sont les matchs de la semaine Brunel-Neumann.